Yo! Ça fait un bout de temps que je veux faire un truc. Ça, c'est la première vidéo de la chaîne, et elle me pose problème. Je vais vous la faire écouter et vous devrez comprendre pourquoi à peu près tout de suite. Il y a quelques semaines, j'ai terminé Pokémon Platine avec un Rattata, et cette vidéo a pour but de vous raconter comment. Honnêtement, pour moi, le son, c'est juste pas possible. Je peux pas laisser ça comme ça, et c'est pareil pour quasiment toutes les autres jusqu'au challenge sur Heart Gold. Alors, je suis désolé pour les gens qui les ont déjà vus, mais on va les refaire. Voyez ça comme des re-uploads après remasterisation. Vous êtes pas obligé d'y faire attention, je le fais principalement pour ma satisfaction personnelle parce que je supporte pas leur état actuel. En même temps, c'est supposé être plus agréable à regarder, mais je vais être très direct parce que je vais pas vous mentir, ces remasterisations, je les fais un peu pour vous, mais surtout pour moi. Et comme on refait les anciennes vidéos, mais en mieux, et ben on va aussi utiliser un meilleur avatar pour ça. Bon, on va pas commencer avec celle sur Pokémon Platine parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais pour celle-ci, j'avais fait un truc un peu honteux. J'ai triché. Du coup on la garde pour plus tard parce que je veux prendre le temps de la refaire entièrement, ça veut dire qu'aujourd'hui on va retaper la deuxième vidéo. L'original est toujours accessible dans la description de celle-ci, vous pouvez aller la regarder si vous en avez envie, hein. Oubliez juste pas que la qualité audio est immonde, et au passage ma diction aussi. D'ailleurs, notez bien que je parle de refaire le son des vidéos, pas de refaire les challenges, je veux juste rehausser la qualité. Je vais changer quelques trucs dans les scripts et dans les intonations pour obtenir un meilleur résultat, mais le challenge et son exécution resteront exactement les mêmes. D'ailleurs j'aurais bien aimé pouvoir corriger certains trucs au montage, sauf que vous vous doutez bien que j'ai pas gardé 45 heures de rush d'une vidéo qui date d'il y a 2 ans, alors je vais faire au mieux avec ce que j'ai. Donc, les 6 pires Pokémon du jeu contre Soul Silver. Déjà, il faut qu'on mette 2-3 choses au clair. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ce soit les 6 pires, c'est ok. Par contre, voyez ça avec Fieldrong parce qu'à l'origine, c'est son défi. Si vous avez besoin de plus d'infos, allez voir sa vidéo parce qu'on va pas forcément trop s'étendre sur pourquoi c'est les 6 pires. On a quand même 2 régions à affronter et ça prend du temps. Ceci étant, si vous avez la flemme de vous taper toute sa vidéo, ce qui me paraît pas illogique, voici un petit résumé rapide que vous pouvez skip en allant à ce timecode. Alors... Gros Doudou, c'est un sac à PV sans défense avec une attaque très moyenne et la même vitesse que Chenipan, comme le dit si bien Fieldrong. Je pense pas avoir besoin d'épiloguer trop longtemps pour parler de Coxiclac, y'a qu'à voir ses stats, effectivement pour un Pokémon évolué ça craint un peu. En ce qui concerne Negapi, c'est un peu le même problème avec un talent inutile, un move pool à la con et une vitesse un poil meilleure, mais qui pue quand même bien fort. Canartichaud toujours pareil, ses stats sont nuls, généralement si tu le prends dans ton équipe c'est pour en faire un bouillon de canard quand t'as rien d'autre à manger. On commence à comprendre la recette, pour Delcatty même problème, des stats de merde malgré le fait que ce soit un Pokémon évolué, mais en plus de ça il a un talent à la con qui convertit toutes ses attaques en type normal, donc aucune couverture de type possible, et oui on est obligé de jouer avec ce talent là sur cette run. Et pour finir, Zarbi, bah c'est Zarbi. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les règles, on doit terminer le jeu avec ces Pokémon et uniquement ces Pokémon, et on a le droit au CS Slave pour les CS uniquement et uniquement hors combat. On va finir là-dessus pour l'intro, c'est une des premières vidéos de la chaîne, ce qui implique que j'avais pas encore décidé d'interdire les objets pendant les combats. Ouais, désolé, ça enlève un peu de difficulté. Après bon, si vous voulez voir un vrai challenge, allez voir celui avec juste l'appareil sur Heart Gold, c'est globalement la même version, mais c'est clairement pas le même défi. Vraiment, vraiment pas. Bon visionnage. On apparaît dans la maison à Bourgeon et on part directement chercher notre premier Pokémon. Petite particularité, pour les besoins du challenge, il a absolument fallu que je change les starters. On peut trouver tous les Pokémon de la vidéo de Fieldrong dans la nature, sauf un, et ça tombe bien pour que le challenge soit valide, on n'aurait pas le droit d'utiliser les starters. Celui qu'on peut pas obtenir naturellement, c'est Skitty, la prévolution de Delcatty, qui d'ailleurs n'est évidemment pas non plus présente dans la version, donc pour régler tout le problème d'un seul coup, et ben on change les starters pour des Skitty. On l'appelle pâte à crêpes, on s'assure qu'il est bien normalise, ça prend un essai, premier coup, à coup d'if, et on s'engage directement sur la toute première route de la version pour aller chercher le colis du Proform. On en profite pour XP un peu notre premier Pokémon et c'est à ce moment-là que je me demande à quel niveau évolue Skitty. Et c'est également à ce moment-là que vous comprenez que j'ai été élevé à grands coups de 2G et de 6G parce que Skitty évolue pas par niveau mais avec une pierre lune, ce qui va poser problème. Dans cette version, on peut les obtenir de 4 façons différentes. On peut en trouver une sur le sol aux chutes qui font la jonction entre Johto et Kanto. On peut aussi les récupérer au Pokéathlon, une feature que j'ai absolument jamais touchée de ma vie. Sinon, on peut aussi compléter 80% du jeu pour aller au Mont Sélénite et aller regarder les Mélophées danser, mais uniquement le lundi soir autour du lac central. Bon, et pour finir, on peut aussi décider de confier notre argent à maman qui va allègrement le dépenser pour nous acheter des trucs pas toujours très utiles. Il y a en tout 9 objets différents, en plus des 17 variétés de baies incluses dans le jeu qu'elle peut aussi nous acheter, toujours avec notre argent, ce qui donne une chance sur 26 de l'avoir. Ah, et avant qu'elle commence à acheter autre chose que des baies, il y a un seuil. Pour pouvoir avoir au moins une chance d'obtenir la pierre lune par ce procédé, il faut avoir économisé au minimum 10 000 Pokédollars. Ouais. Bah autant dire que ce sera pas pour tout de suite. Mais on verra ça plus tard, on attrape le colis, on fait un bisou au prof Chen, puis on repart dans la direction opposée. Et c'est là qu'on se fait insulter par le rival pour la toute première fois. La stratégie est pas très complexe, on spamme la seule attaque offensive qu'on a pour l'instant, et comme on est niveau 8, ça passe assez facilement. Il reste à savoir si ça va rester comme ça tout le temps. On arrive au labo, on appelle le rival Mirax, on zappe la cinématique, on va voir maman pour lui dire de garder notre argent, et on s'en va. Le chemin est court, on passe tous les dresseurs, et on arrive à la première étape de notre voyage, Mauville. On fait un petit tour au centre Pokémon, on traverse toute la ville de part en part et on enchaîne directement sur la tour Chétiflore qui porte d'ailleurs très bien son nom puisque c'est le seul Pokémon qu'ont tous les dresseurs qui y sont. On les écrase tous, ça donne une bonne dose d'XP et on ressort pour aller se faire la première arène. Alors sur ce combat, faut quand même qu'on note un truc. Roukoul il est censé évoluer au niveau 18. Pourquoi est-ce qu'il est là lui ?
Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est qu'un détail, on a juste à taper le plus fort possible, on soigne avec les potions quand c'est nécessaire, après tout s'il triche pourquoi pas moi, hein, et on ressort avec le badge. On a fait vite parce qu'on est juste à côté de là où on peut récupérer notre deuxième Pokémon. Alors, c'est clairement pas le plus fort, mais vous allez voir qu'il est quand même pas complètement inutile. On se dirige vers les ruines alpha à l'ouest de la ville et on résout le premier puzzle au mur. Cette action lance le spawn des Arbis et on va pas perdre trop de temps à en parler parce que j'ai la flemme, voilà. Je pense qu'on connaît tous déjà le Pokémon, c'est un peu le même de la licence quoi. La seule chose à préciser c'est que le type de la puissance cachée de notre futur Zarbi dépend de ses IV et comme je suis incapable de comprendre comment on les calcule, je vais juste déterminer le type dont j'ai besoin et affronter le type de Pokémon qui est faible contre ce type avec les Zarbi capturés et prier pour qu'il soit super efficace. Pour savoir de quoi j'ai besoin, je vais me baser sur mon plus gros traumatisme d'enfance, à savoir cet énorme connasse et son écremeux. On va donc décider de l'humilier en utilisant un Zarbi de type combat. Au passage, il nous servira aussi probablement à passer l'arène glace, l'arène acier, Marion du Conseil 4 et l'arène roche du Kanto. Théoriquement, ça aurait dû être le rôle de Coxyclack, mais disons que j'ai l'intuition que c'est pas une super idée de lui laisser un rôle aussi important dans l'aventure. Nous voilà donc repartis sur les routes de Johto en compagnie de notre nouveau Pokémon qui répond désormais au doux nom de Patagofre. On fait en sorte de l'XP pour qu'il se rapproche un peu du niveau de Patacrep, ça tombe bien, les caves jumelles sont juste à côté, il y a des racailloux, il y a des Onix, il y a un centre Pokémon juste à côté, bref, un bon endroit pour entraîner un type combat. Quand on ressort de l'autre côté de la grotte, Patagofre a atteint le niveau 14 et Patacrep est au niveau 17. On fait un petit tour au centre, puis on va chercher Fargas pour qu'il aille hurler sur les sbires roquettes qui nous empêchent d'entrer au Puramolos. On éclate tous les sbires présents sur les lieux, puis on enchaîne sur l'admin qu'on casse en deux à peu près aussi facilement. C'est durant ce combat que Patacrep apprend photocopie. Le principe est simple, le lanceur copie purement et simplement la dernière capacité lancée dans le combat. Ça veut dire que si l'adversaire lance vol, bah j'aurai un Skitty volant. Alors je sais pas comment ça marche, mais visiblement ça marche. On se fait téléporter chez Fargas et comme vous vous doutez qu'on n'est pas là pour cueillir des noix grumes, on enchaîne directement sur l'arène et on se fait littéralement péter la gueule. Le 1 sécateur du champion, c'est un sacré délire. Il one-shot Patacrep comme si c'était un vulgaire insecte alors que bah, c'est censé être lui l'insecte. Du coup on abandonne pour l'instant et on va chercher un moyen d'XP. On prend quelques niveaux supplémentaires aux caves jumelles puis on enclenche sur le combat contre Mirax qui proc dès qu'on s'approche un petit peu trop près du bois aux chênes. On a fait exprès de garder clairvoyance pour ce moment puisqu'on n'a aucun Pokémon capable de toucher son Fantominus qui est insensible aux attaques de type combat et normal. On l'endort, on lui met des petites claques, on fait pareil avec ses deux autres Pokémon et on remporte le combat haut la main. Après ça, on ramène les deux cannes artichauts du bois à leur propriétaire, on récupère Coupe en même temps et on retourne dans l'arène en espérant pouvoir faire mieux que la première fois. Et effectivement, ça se passe un peu mieux. Cette fois, on décide d'utiliser photocopie. On sait qu'on va être un peu moins rapide donc on va chercher à copier les attaques d'un sécateur et notamment la capacité puissance. L'adversaire utilise demi-tour, ça fait de gros dégâts, on lance photocopie une deuxième fois et Patacrep le one-shot sur un coup critique. C'est comme ça qu'on récupère le deuxième badge qui nous permettra d'utiliser Coupe hors combat. Le truc c'est qu'on a aucun Pokémon qui peut la prendre, donc on fait demi-tour, on va chercher un Chétiflore avant les caves jumelles, on retourne en avant et on s'enfonce dans le bois aux chênes. C'est dans cet endroit qu'on récupère une capacité qui va nous être vachement utile pour toute la suite de l'aventure. Je parle ici de coup de boule et c'est pas la première fois qu'on l'utilise dans un challenge. Le gros avantage de cette capacité, en plus d'infliger de très bons dégâts, c'est qu'elle a 30% de chance d'apeurer la cible et donc de lui faire passer son tour. C'est déjà très fort en l'état, mais c'est également ce qui va nous permettre d'obtenir Coxy un peu plus tard dans l'aventure. On apprend donc coup de boule à Skitty, on avance jusqu'à Doublonville, on va chercher la bicyclette, on ramène la championne dans son arène et on démarre l'humiliation. Après avoir passé tous ces dresseurs, on lance le combat contre Blanche. J'en ai parlé un peu plus tôt, on a prévu le coup, le Zarbi qu'on utilise a une puissance cachée de type combat, ça veut dire qu'on a un avantage de type assez certain et qu'on compte bien en abuser. En deux coups, on force une super potion sur son Mélophée qui spam métronome sans grand résultat, on lui met deux puissances cachées pour le finir et on arrive devant Écremeux. Et croyez-le ou non, on lui a refait le portrait comme jamais. On a juste utilisé une potion. Ouais, jugez pas hein, elle l'a fait aussi. Bon, après avoir pris une fessée bien méritée, elle nous donne le badge et on enchaîne sur la suite. On fait un petit détour pour aller chercher la carapuce à eau, on fait danser le simularbre, on écrase tous les dresseurs qu'on croise et nos Pokémon passent chacun au niveau 23 en arrivant à Rosalia. C'est précisément dans cette ville qu'on va chercher le troisième Pokémon de l'équipe. Pour le trouver, rien de plus simple. On met quelques coups de boule dans les arbres et après quelques minutes, un Coxy en tombe. On l'attrape et on l'appelle Patatarte parce qu'il met des petites claques avec ses petites mains. Une fois que c'est fait, on entre dans la tour cendrée pour faire avancer l'histoire et battre Mirax une troisième fois au passage. Et bah, tiens, il est pas dans son arène lui. Bah tu vas y retourner mon pote et je vais te suivre pour te botter le cul. On parle ici d'une arène de type spectre et... Ouais. La seule attaque à laquelle on a potentiellement accès pour l'instant et qui peut les toucher, c'est Vent Argenté, une attaque de type insecte que Coxy apprend au niveau 25 alors qu'il évolue au niveau 18, Coxyclack l'apprend de son côté au niveau 29, tous les Pokémon de l'arène sont de la famille de Fantominus et sont donc tous de type poison et spectre, de type résistant au type insecte, c'est-à-dire que Vent Argenté, qui a une puissance de 60, verra ses dégâts divisés par 4 dans cette arène. Un plaisir donc, d'autant plus que Coxy n'a que 40 d'attaque spéciale, et je suis pas sûr que ça vaille vraiment la peine de le faire évoluer parce que Coxyclack, il en a que 15 de plus. Heureusement, on n'a pas fait l'erreur d'oublier Clairvoyance qu'on a déjà utilisé 2 fois pour battre le rival. Et c'est juste avant de lancer le boss qu'on réfléchit un peu. Canne artichaut.
On peut le récupérer juste à l'ouest en fait. Du coup on va le capturer et les événements s'enchaînent un petit peu parce que c'est à ce moment-là que maman nous appelle une énième fois pour nous dire qu'elle a encore gâché notre argent. Parce que oui, depuis le début de la vidéo je le dis pas, mais en fait elle s'arrête jamais de tout dépenser. On dirait moi dès que je vois une nouvelle monster en magasin. Et comme on l'a dit pendant les explications il y a quelques minutes, si elle a pas au minimum 10 000 Pokédollars en poche, elle achète que des baies. Du coup on fait un grand crochet jusque chez elle, on lui en donne 20 000, comme ça on est sûr qu'elle est large et on refait tout le chemin jusqu'à Rosalia à pied parce qu'on n'a pas encore vol. Ce trajet nous permet essentiellement de faire XP Coxy, on sait toujours pas à quoi il va nous servir parce que littéralement toute l'équipe qu'on va avoir fait tout mieux que lui, mais sait-on jamais, il pourra peut-être nous servir de stack de frappe le temps d'utiliser un rappel. Il passe niveau 18 et on obtient notre première forme évoluée à ce moment-là. Dommage que ça soit certainement le pire Pokémon de l'équipe, Zarbi a déjà fait et continuera probablement à faire un meilleur taf que tout ce que fera Coxyclack pendant toute la durée du challenge. Bref, avant de s'attaquer à Mortimer, le champion qu'on a laissé de côté, on fait un petit détour par la salle de danse. On attrape le Sbiroquette par les chaussettes, on lui fait faire une petite salsa, le propriétaire des lieux nous offre la CS Surf en remerciement, puis on retourne terminer cette arène. Un nouvel appel de maman plus tard, on va ouvrir les 2 colis qu'on a reçus, on obtient donc un mouchoir soie, un objet tenu qui augmente la puissance des attaques de type normal de 20%, et comme on a un talent qui convertit toutes nos capacités en type normal, on va clairement s'en servir, et on reçoit en même temps une pierre lune, qu'on va directement utiliser pour faire évoluer Skitty en Delcatty. Et ça, je m'en suis rendu compte bien plus tard, mais c'était une erreur, parce qu'il y a une data que j'avais pas. Voici la liste des capacités que Delcatty apprend par montée de niveau. Vous voyez la colonne où c'est marqué niveau tout en haut? Sur Poképédia, pour un Pokémon normal, dans un aspect pratique on va prendre l'exemple de Skitty, c'est dans cette colonne qu'on trouve le niveau auquel le Pokémon apprend l'attaque qui correspond. Par exemple, dans les versions Diamant et Perle, symbolisées d'épée dans le sous-nom de la colonne, Skitty apprend Attraction au niveau 4. Dans les versions Platine et Earth Gold Soul Silver, il apprend cette capacité au niveau 8. Ceci étant, juste au-dessus, on constate que certaines capacités ont la valeur départ. Ça sous-entend tout simplement que si on avait ce Pokémon en starter, ou si on l'obtenait par le biais d'un œuf donné dans le jeu, il posséderait ces capacités par défaut. C'est-à-dire que Delcatty n'apprend aucune capacité par montée de niveau. Alors bon, c'est pas très grave, hein, on a toujours photocopie, coup de boule et les nombreuses CT qu'il peut apprendre, mais on va pas se mentir, ça fait quand même un peu chier sachant qu'on manque l'occasion d'apprendre Damoclès qui fait partie des capacités les plus puissantes du type normal. Skitty l'apprenait au niveau 42 et notre pauvre Delcatty ne la connaîtra jamais. Et vous allez voir qu'il y a des moments où on se serait pas autant cassé la tête avec coup de boule si on avait pu utiliser cette capacité. On s'engage maintenant sur la route d'Oliville, on bat une bonne partie des dresseurs en chemin et on part directement compléter le phare, un nouvel endroit où on trouvera plein d'autres dresseurs à affronter. Une fois arrivé au sommet, on fait la connaissance de la championne de la ville qui refuse de bouger tant que le Pokémon du phare sera malade. Alors elle nous demande d'aller chercher un médicament à la pharmacie de la prochaine ville, Irisia, accessible uniquement via Surf. On ressort donc du phare, on va attraper un poissirène aux caves jumelles pour lui apprendre Surf et plus tard Cascade et Siphon, et on arrive à destination sans problème. On récupère le médicament, on fait un détour par l'arène de la ville qui est de type combat, et franchement, ça va, on s'en sort facilement. En même temps, après l'évolution de Skitty couplée au mouchoir soie qu'on a récupéré au même moment, si on colle pas de grandes patates aux adversaires avec coup de boule, je comprends pas. En sortant de l'arène, la femme du champion nous offre la CS Vol qu'on apprend à pâte d'amande, c'est vrai qu'on en a pas parlé mais c'est le nom de notre canard tichot, et on l'utilise directement pour retourner à Oliville soigner le Pokémon du phare sans avoir à se taper le retour sur l'eau. La championne retourne alors à son arène, sauf que c'est une arène de type acier. Au challenge précédent, on s'est tapé littéralement la même arène avec Laporeille, un Pokémon qui a le même genre de stats que tous ceux qu'on doit utiliser aujourd'hui. Le truc c'est que dans un premier temps, déjà il avait pas le talent normaliste, donc il avait le droit d'utiliser des attaques qui sont pas de type normal, et dans un second temps, il centralisait tout l'XP sur lui-même, donc il avait pas mal de niveaux d'avance par rapport à l'arène. Dans la situation actuelle, on n'a rien de tout ça pour la gérer de façon décente. À la limite, on a un Zarbi avec une puissance cachée de type combat et qui tape sur le spécial, plutôt utile contre Steelix, mais déjà c'est clairement la merde pour le faire XP, surtout qu'il tape vraiment rien, mais en plus de ça, Steelix, il tabasse un peu quoi. C'est vrai que Patagofre avait plutôt bien servi contre Blanche, mais malheureusement, face à Jasmine, il sera beaucoup trop fragile et servira pas à grand chose. Je décide malgré tout de faire une première tentative, histoire de tâter un peu le terrain et voir si je peux trouver une stratégie qui permettrait de battre la championne sans devoir monter mes Pokémon au niveau 50. Et c'est un véritable carnage. Ils ont beau être au même niveau, son premier Magnéti atomise Patagofre en un seul tonnerre alors qu'il a juste pris un petit peu plus de la moitié de sa vie sur une puissance cachée. On espérait pouvoir le finir avec un Mach Punch, mais bon, on en a déjà parlé un peu plus tôt, avec 35 d'attaque et en utilisant une capacité à 40 de puissance, on va pas aller très loin, d'autant plus que Coxyclack est de type insecte et vol, donc ouais... Le résultat était pas vraiment une grande surprise. On sait que Canard Tichot fera pas beaucoup mieux à cause de son type vol et du fait qu'il ait aucune attaque avec une efficacité au moins neutre, alors on décide d'envoyer Patacrep en premier. La championne brise tous nos espoirs en utilisant une hyper potion et on se rend compte que Patacrep fait même pas assez de dégâts avec coup de boule pour faire tomber la moitié de la barre de vie de son Magnéti, alors que c'est son attaque la plus puissante, stabée et avec un mouchoir soie. Là, ça craint fort. Et pour couronner le tout, son Magnéti utilise Cage éclair, qui retire à Patacrep le seul avantage qu'il avait pour lui, sa vitesse. Et dites-vous que c'est seulement le premier de ses Pokémon, parce qu'après, il a un deuxième Magnéti. Exactement le même, suivi d'un Steelix encore plus résistant.
C'est là que je décide de faire une petite pause réflexion. Cette première tentative nous a permis de récolter quelques précieuses informations et d'entrevoir un bout de stratégie pour gérer les deux Magnétis. On sait déjà que Coxyclack ne tape pas assez fort pour être utile. Ceci dit, il est assez rapide pour jouer en premier et utiliser une rune protect avant de se faire OS. Je vous avais dit qu'on lui trouverait bien une utilité. Ça veut dire qu'on peut éviter la paralysie pendant potentiellement 4 tours avec un tour de latence en plus puisque Patacrep est plus rapide que les Magnétis adverses. En gros, on a le droit à 2 tours pour le premier Magnéti et 2 tours plus 1 tour juste après la fin de la rune protect pour tomber le deuxième. Sinon, on a plus ou moins 100% de chance de se faire paralyser. Il y a juste un léger problème, on sait que Delcatty tape à peine assez fort pour réussir ça, alors on va devoir partir à Doublonville pour acheter des protéines histoire de le doper un peu et lui permettre de taper plus fort. Après quelques tentatives, la stratégie prime et on se retrouve en face du Steelix de la championne en n'ayant perdu que Patatart en adéquation avec ce qui était prévu. Le Pokémon auquel on fait face est extrêmement résistant, non seulement il est de type acier, donc un type qui résiste à toutes mes attaques, mais ses stats sont en plus axés quasi exclusivement autour de la défense. Sachant que toutes les capacités de Patacrep jouent sur le physique, ma seule solution est de photocopier le grincement du Steelix de la championne pour grandement augmenter les dégâts. Après 2 grincements et 1 attaque plus honteux, on photocopie la queue de fer qu'il a manqué au tour précédent et on lui met un énorme chassé-croisé. Malheureusement ça suffit pas et toute la défense qu'il a perdue finit par avoir raison de Patacrep. Mais on a plus d'un tour dans notre sac et on envoie Patagofre qui devrait pouvoir finir le travail sans souci. Sauf qu'en fait, puissance cachée ça tape pas sur la défense mais sur la défense spéciale. Du coup Patagofre tape pas assez fort pour finir et Jasmine utilise son hyper potion pour remettre Steelix full PV. Ceci étant, Zarbi a plus d'un tour dans son sac et lui lâche un gigacoup critique des familles avant de rentrer dans sa Pokéball, fauché par une queue de fer dévastatrice. Il ne reste plus que Pat d'amande, le canard tichot qui pue sa mère, mais la championne a encore une hyper potion donc je fais le choix d'utiliser un rappel pour remettre Patacrep sur pied. Ouais, vraiment aucune honte hein. Waouh. On continue de mettre des coups de tête et une hyper potion plus tard, Steelix tombe et on peut enfin récupérer le badge d'Oliville. C'est à partir de là que je vais prendre la décision d'arrêter temporairement d'utiliser certains Pokémon. Depuis le début de l'aventure, je m'efforçais à adapter ceux que j'utilisais en combat, sauf que comme on l'a vu, Zarbi a pas été super utile sur la dernière arène et on peut pas vraiment dire que Coxyclack l'ait été beaucoup plus en dehors de la rune protect. Quant à Pat d'amande, pour faire simple, on va dire qu'il n'y a pas de canard tichot dans l'équipe. Donc je décide pour l'instant de concentrer la majorité de l'XP sur Patacrep, qui est clairement et de très loin le Pokémon le plus puissant qu'on ait pour l'instant. S'il s'avère qu'il est vraiment pas suffisant pour gérer la première ligue en solo, on fera une petite session d'XP à la route victoire et ça devrait aller. Mais on n'y est pas encore, alors pour l'instant, direction Acajou. La route est courte et on rejoint la ville très rapidement, puis on se dirige sans perdre de temps vers le lac pour faire proc la suite de l'histoire. Après avoir évité quelques dresseurs, on va battre le Léviator rouge à grand coup de boule et on rejoint Peter qui nous annonce être impressionné par la performance. Il nous invite alors à le rejoindre dans un joyeux cassage de dents de la Team Rocket, on retourne à Acajou, on se lance à l'assaut de la planque, on prend bien le temps de taper sur tout ce qui bouge, on récupère les 2 mots de passe, on plie le premier commandant en 4, le deuxième en 8 et on latte les dents de tous les électrodes qui alimentent le générateur de la planque. Alors évidemment je vous l'ai faite courte, mais je vous assure que c'était pas aussi rapide en jeu. Après être sorti, on fait l'arène en speed, en 3 coups de boule c'est plié, on récupère le 7ème badge, puis on reçoit un appel du Proform en sortant. Tiens d'ailleurs, on va faire une petite pause dans la narration et je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez qui est la jeune fille qu'on incarne dans le jeu? Son nom, c'est Célesta, Lyra chez nos amis anglophones, et elle a 11 ans. Du coup, c'est évidemment tout à fait normal que ça soit une jeune fille de 11 ans qu'on demande de démanteler un réseau de terroristes qui font des manipulations génétiques sur des poissons pour les transformer en dragons par le biais d'ondes radio qui influent sur l'évolution du vivant. Non, mais tranquille, vous posez pas de questions, je voulais juste savoir si vous aviez capté. Bref, on répond à l'appel, on part mettre fin à l'émission radio, ça fait de l'XP gratos, et puis on aura le plaisir de voir notre petit chacha déguisé en sbire de la Team Rocket, et ça arrivera pas souvent. Et pourtant ça devrait, parce que je la trouve trop cool. On part donc pour une petite mission d'infiltration chez les malfrats pour aller délivrer le directeur de la tour à... Ah ben non. Évidemment, il fallait qu'il s'en mêle celui-là. Bon bah pour l'infiltration c'est raté hein, là on n'a plus le choix, vous commencez à connaître la strat, on y va de front à grands coups de front. On bat tout le monde dans la tour, on découvre que le directeur a été transféré autre part et comme s'il nous avait pas déjà assez cassé les couilles en grillant notre couverture il y a littéralement 2 minutes, on se retrouve en face de Mirax qui veut absolument faire un combat. Pas le temps de niaiser, on le détruit encore et on délivre le directeur après avoir cassé la gueule à tout le monde. Là-dessus, il nous remet la carte magnétique qui ouvre l'accès aux salles de diffusion pour qu'on arrête le signal qui force les Pokémon à évoluer, puis on se rend une dernière fois à la tour radio, on utilise la carte magnétique, on chasse la Team Rocket et le directeur nous offre l'argentel pour nous remercier. Vous avez dû le remarquer, j'ai fait assez vite, tout simplement parce que le niveau des Pokémon des dresseurs est très faible par rapport à celui de Patacrep qui est aux alentours des niveaux 50. Pour la faire simple, le jeu est équilibré pour qu'on évolue progressivement au fil de 2 régions, donc pour éviter qu'on se retrouve au niveau 100 directement après la Ligue du Kanto, les concepteurs du jeu ont réduit le niveau global des dresseurs. Le truc c'est que nous, comme on centralise l'XP sur Patacrep depuis la planque, il est très bien nourri. En fait, il l'est assez pour avoir déjà dépassé le niveau du plus fort des Pokémon de la première ligue. Et comme on n'a pas décrété de cap de niveau, et bah on en a rien à foutre.
regardez les stats de cette merde et regardez les stats de ce qu'on doit se taper. On va clairement en profiter. Mais bref, on est toujours à Doublonville, alors on se tire d'ici, direction Acajou pour aller faire la route de glace. Après un peu de patinoire, on récupère Cascade, puis on résout la petite énigme du jeu de force et on arrive à Ebenel où on engagera sans attendre la 8ème arène. On tape sur tous les dresseurs, on arrive devant la championne et on lui pète les dents à son tour. C'est encore une fois très facile, toujours pour la même raison, on a 15 niveaux de plus, des attaques stabées, un mouchoir soie, bref. Sauf qu'en fait, elle m'a tout l'air d'être une joueuse de LoL, puisque même si je l'ai cassée en deux comme jamais, je suis visiblement pas encore digne d'obtenir le badge à ses yeux. Donc, nouvelle épreuve, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas déjà perdu assez de temps avec la Team Rocket, et puis après tout, on a que ça à faire, hein. On part dans l'entre du dragon, on répond au questionnaire de satisfaction, c'est là que la rageuse nous rejoint, elle chiale parce qu'on a donné les bonnes réponses, elle finit par nous donner le badge, et on s'en va. On sort de la grotte, Orm nous appelle, on va le voir, il nous file la Master Ball, et on part faire l'épisode final de Johto. Du coup, on va taper sur les danseuses à Irisia, puis on va se faire 2 bonnes heures dans les tourbilles. C'est long. C'est très long. Et surtout, c'est vraiment pas le moment le plus intéressant. Après ça, on a quelques dresseurs à affronter entre le Bourgeon et la Route Victoire. Au passage, c'est la plus courte, tout jeu confondu, mais en plus de ça, la ligue, c'est une formalité. On est tellement au-dessus que Patacrep atomise tout le monde, il y a aucun challenge là. Et dites-vous que ça, c'est sans avoir Damoclès, et que pour couronner le tout, c'est sans l'augmentation de dégâts de 20% par Normalis qui a été rajoutée en 7ème génération. Du coup, pour éviter qu'on se fasse trop chier, je vais accélérer un peu et passer directement au moment un peu plus compliqué. On continue de mettre des coups de tête dans tout ce qui bouge, on se pose avec Peter, et on lance le combat. On esquive les colères en utilisant les 3 tas de viande qui sont dans notre équipe et qui, disons-le, sont complètement inutiles, et on arrive devant ce truc. 20 niveaux de moins, mais de type roche et plus rapide, et surtout, Peter a 4 guérisons. Du coup on tombe à court de PP sur coup de boule et on doit finir le combat en photocopiant éboulement qui devrait être super efficace, sauf que normalise. Bon, je vais pas faire du red suspense, hein, je le rappelle, Patacrep est niveau 68. Nous sommes donc le nouveau maître de la ligue. On va devoir le refaire. On va voir le prof Orm, il nous remet le passe-bateau et à partir de là on va faire 2 petits détours. Déjà, on s'envole au parc safari qui se trouve à Irisia et dont j'ai pas encore parlé parce que c'était pas nécessaire. On y attrape un rondoudou, puis on retourne en arrière jusqu'à Villegriotte où on allumera la radio pour aller marcher dans les hautes herbes en écoutant de la musique d'Owen. C'est là qu'on récupère Negapi. On retourne ensuite à Oliville, on prend le bateau et on arrive à Carmin-sur-Mer dans le Kanto. Je vais pas vous prendre la tête en vous racontant absolument tout ce que j'ai fait dans cette région parce qu'à partir de là il y a aucune difficulté réelle, aucune énigme, aucun problème et déjà qu'on se fait un peu chier, on va pas en rajouter en plus. Le seul semblant de résistance qu'on rencontre, c'est contre le rhinophéros de Blue qui nous fait le même coup que Peter avec son Ptera à base de type roche et de guérison. On récupère les 8 badges du Kanto, ça nous en fait donc 16 et rassembler 16 badges ça veut dire que la ligue évolue. En gros, on a accès à une première ligue avec les 8 premiers badges et cette ligue devient beaucoup plus puissante, vraiment beaucoup plus puissante lorsqu'on obtient les 8 autres. Et rien qu'en la regardant, on sait très bien que nos trucs à nous, ils tiendront pas la route. Non, parce que depuis le début, Patacrep fait le café, mais c'est essentiellement grâce à l'avance de niveau qui compensait tout ce qui justifie sa présence dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, si on y va comme ça, on va se faire dépouiller, et pas qu'un peu. On débloque donc l'accès au mont argenté, et on commence à XP avec pour objectif le niveau 90. Ouais, aucune demi-mesure, hein, et je peux vous dire qu'XP un Zarbi jusqu'à ce niveau-là, eh ben c'est pas de la tarte. Bref, une fois que Patacrep est aux alentours du niveau 90 et Patapizza 75, je me dis que ça peut être intéressant d'essayer la ligue, juste pour voir combien de niveaux je dois encore monter pour la gérer. Et c'est comme ça qu'on a battu la 2ème ligue. En fait, même si Negapi est mauvais sur pas mal de points, au moins il n'est pas totalement inutile comme les autres parce qu'il nous ouvre l'accès à des capacités spéciales de type électrique, ce qui est quand même plutôt sympa quand tu dois entre autres taper sur un Léviator Intimidation qui peut potentiellement one-shot n'importe lequel de tes Pokémon. Et quand tu commences à prendre l'habitude de pouvoir utiliser que des capacités type normal, un peu de couverture de type, ça fait un peu de bien. Au bout du compte, et grâce à Patapizza, la 2ème ligue tombe sans problème. Maintenant qu'on a fini tout ça, il est temps de passer au dessert. Sans exagérer, Red, c'est le dresseur le plus puissant tout jeu confondu. Alors évidemment, je parle pas en termes de stratégie, mais surtout du fait que tous ces Pokémon sont abusément haut niveau. En fait, ils sont tous au-dessus du niveau 80, son plus haut étant niveau 88. Ah, il y a aussi un autre truc que j'ai pas précisé, c'est que pour aller jusqu'à Red, il faut absolument pouvoir utiliser Escalade, sinon la partie où il se trouve reste inaccessible. Et si vous vous demandiez quel Pokémon de l'équipe peut la prendre, la réponse est très simple, absolument aucun. Ça veut dire que je suis obligé de me séparer d'un de mes Pokémon de combat pour prendre un CS-Slave qui n'aura pas le droit de se battre. Du coup, je prends la très dure décision de me séparer de Coxy. Peut-être pas si dur finalement, c'est loin d'être le plus nul, mais je veux pouvoir avoir l'utilité de chacun des Pokémon que j'utilise au cours de l'aventure. Patacrep est absolument nécessaire à mes yeux, Zarbi n'a qu'une seule attaque alors je suis obligé d'utiliser parce que c'est trop cool de péter raid avec lui, Gros Doudou on l'a pas encore vu et Canartichaud non plus, quant à Negapi il est beaucoup trop important pour le combat puisque c'est le seul qui peut jouer avant le Pikachu Balle Lumière de raid qui au passage peut one-shot n'importe lequel de nos Pokémon avec juste Electacle. Ouais, il est très marrant. Une fois que tous mes Pokémon sont au niveau 90+, je décide qu'il est temps de lancer ce dernier combat. Au cours de sa session d'XP, Patapizza a appris Atout.
une attaque qui gagne en puissance en fonction de son nombre de PP restants pour un maximum de 200 de puissance au dernier PP. C'est un petit peu violent, mais en même temps, c'est la seule attaque qu'il apprend qui peut lui permettre de se débarrasser de Pikachu facilement. On retourne à Bourgeon pour massacrer 4 Pokémon sauvages faibles afin qu'il ne reste qu'un seul lancer possible, donc celui à 200 de puissance. On retourne au Mont Argenté, on monte tout en haut et on lance le combat contre Red. Comme prévu, l'atout OS son Pikachu. En même temps, vu la puissance, logique. Red envoie ensuite son Ronflex en face duquel on place Zarbi avec sa PC combat. Et bon, c'est normal. On prend une mâchouille à laquelle on survit malgré une faiblesse face aux cibles ténèbres, mais Patagofre tombe KO au tour suivant. Je décide alors qu'il peut être judicieux de combattre le mal par le mal. Face à un sac à PV, on va sortir un sac à PV. On envoie Pat à baigner, le gros doudou, à qui on a appris la CT Force cachée, à ne pas confondre avec puissance cachée, dont la puissance et le type sont fixes, mais les effets dépendent du type de terrain sur lequel se déroule le combat. Là où on se trouve, on est sur un terrain de type sol gelé, qui donne 30% de chance de geler la cible. Et comme on a du bol, son Ronflex est gelé au premier coup, ce qui force Red à utiliser une guérison. On continue de spam Force cachée, et après un nouveau gel, Ronflex tombe KO et laisse sa place à Tortank. On répond directement avec Negapi, on lance Fatal Foudre et le starter retourne dans sa Pokéball. Son prochain Pokémon est un Dracofeu, on garde donc Negapi et on lance un simple Tonnerre. Vient ensuite son Florizard qui affrontera Pat d'Amande, le canard Tichot qui commençait à rouiller dans son coin. Une simple attaque vol suffit à faire tomber l'adversaire et Red envoie son dernier Pokémon, un Loclas, qu'on affrontera encore une fois avec Negapi. Fatal Foudre est insuffisante pour le battre en un coup, mais il force Red à utiliser une nouvelle guérison qui nous offre la temporisation pour lancer 2 attaques Tonnerre qui l'achèvent. Red n'a plus de Pokémon, on lui en a mis plein la face. Titre. Au final, Patacrep a même pas gagné le moindre point d'XP dans ce combat, et je dois dire qu'à part dans les premiers niveaux où c'était un peu technique, je pense que c'était vraiment pas un challenge si compliqué. En fait, je pense que même si on avait décidé de le faire en no evo, donc sans autoriser les évolutions, ça aurait été aussi facile, voire même plus, parce qu'on a fait évoluer Patacrep sans lui laisser le temps d'apprendre Damoclès. En bref, on a terminé Pokémon Soul Silver avec une équipe de merde, et même si c'était pas bien compliqué, au moins, c'était gaulerie. J'espère que vous avez kiffé la nouvelle version du challenge. Pour rappel, c'est exactement le même qu'avant, mais avec un meilleur son. Je vais aussi refaire les suivants sur le même schéma. À mes yeux, c'est une nécessité, je peux pas laisser ça comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Ali, la bise.